Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le fameux top 10 de l'année. Alors le top 10 il sera forcément personnel puisque ce sera en fonction des films que j'ai vus dans l'année et ceux que je préférais moi personnellement. Alors il y aura des divergences d'opinion et c'est tout à fait normal. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le film Alpha qui est placé en numéro 10. C'est une histoire qui m'a vraiment touché. C'est un film qui a été tourné dans des décors naturels vraiment grandioses et le résultat est tout bonnement magnifique. L'histoire nous amène et nous fait voyager entre les steppes, les montagnes, les forêts et les plaines rocailleuses d'il y a 20 000 ans. Et c'est franchement beau, c'est prenant. Le lien entre l'homme et l'animal est super bien amené. C'est un film à ne surtout pas rater pour tous ceux qui aiment la nature, les animaux et aussi l'histoire. Le film nous embarque dans une super histoire d'amitié et d'aventure avec des paysages magnifiques, une amitié touchante et un courage exemplaire. En bref, c'est sensationnel. Je suis allé voir à Star is Born sans trop savoir à quoi m'attendre. Et franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Parce que ouais, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment pris une claque quand je suis allé voir ce film. Et c'est surtout en termes d'acteurs que j'ai pris une claque parce que il y a Lady Gaga dans le film. Et je me suis dit avant d'aller voir le film, ouais, il y a Lady Gaga dans le film, est-ce qu'elle va savoir bien jouer l'actrice, etc. ou pas. Et franchement, le résultat, eh bien, elle m'a scié, elle m'a fait fermer ma gueule bien comme il faut, elle m'a scié. Elle y apparaît au naturel, chose qui n'arrive jamais dans ses clips. Bon après, son rôle, c'est pas vraiment original parce qu'elle joue une chanteuse, mais elle joue vraiment bien la débutante qui a peur de monter sur scène, surtout qu'en plus, toutes les chansons du film ont été chantées en live, en concert, c'est pas enregistré ou quoi. Non, franchement, Lady Gaga, elle m'a autant bluffé en tant qu'actrice que Bradley Cooper en tant que chanteur. Bon, il est aussi réalisateur du film. Pour sa première fois, il s'est inspiré d'un remake, parce que c'est le troisième film à Star is Born. C'est la troisième adaptation. Après, on savait qu'en tant qu'acteur, il était vraiment bon. Mais je le redis, honnêtement, il m'a vraiment bluffé quand il chante sur scène. En plus, c'est pas modifié, il n'y a pas d'autotune, il y a pas de... c'est un chanteur de country, donc voilà, il s'en sort vraiment bien tout au long du long métrage. Après, mention spéciale aussi pour Sam Elliott, qui est vraiment très émouvant dans le film. Bref, vous l'aurez compris, pour ce qui est des acteurs, c'est un sans faute. Ils arrivent à être drôles et touchants à la fois. Et cerise sur le gâteau, les musiques sont juste superbes. La scène de fin et la musique qui l'accompagne ont l'étoffe de devenir des classiques instantanément. Personnellement, c'est ce que je pense. C'est bien simple, quand on sort du film, on a envie que d'une seule chose, c'est d'écouter la bande originale en entier. Le scénar lui aussi tient bien la route, c'était vraiment intéressant le fait de nous montrer les coulisses du monde de la musique et des choses qui peuvent s'y passer. Et bordel, qui s'en passe des choses dans ce film, je pense notamment à la scène du Grammy Awards, je n'en dis pas plus, pour ceux qui n'ont pas vu le film. En bref, un chef-d'œuvre d'émotion pour moi dont on ne peut pas sortir indemne. Avec La forme de l'eau, Guillermo del Toro a pris un sacré risque en mettant sur le devant de la scène son personnage principal qui est totalement muette du début à la fin du film, qui n'a aucune réplique parlée, je précise. Et pour ma part, je faisais partie des sceptiques, puisque je me suis dit, si le personnage principal est muet et ne parle qu'en langue des signes du début à la fin du film, comment on va s'attacher à l'actrice et comment on va s'attacher à l'histoire du film? Et bien franchement, le résultat était tout l'inverse. C'est vraiment, il nous a plongé encore une fois dans son univers à lui, avec de la féerie, de la poésie, de la violence, il y en a toujours eu dans ses films. Et puis bien sûr, en premier plan, l'histoire d'amour impossible entre cette femme de ménage muette et cette créature qui est étudiée de fond en comble par l'armée américaine. Et en fait, l'alchimie et la magie fonctionnent vraiment bien, puisque elle, de son côté, c'est une incomprise, puisque c'est la seule employée qui ne parle pas, qui est muette, et donc personne ne la comprend. Et de l'autre côté, la créature, l'armée fait d'elle un cobaye et pense que c'est une espèce sous-développée par rapport à l'être humain, et donc ce sera leur différence qui va les unir. Et je dois dire que ce film m'a bluffé parce que j'étais vraiment surpris du résultat, sachant que moi j'y suis allé à reculons. Je suis sorti de la salle complètement convaincu. C'est pas mon film préféré de Guillermo del Toro, mais je ne pouvais pas me résigner à ne pas le mettre dans le top 10 de cette année parce qu'il y a strictement rien à dire, c'est un putain de chef-d'œuvre, que ce soit les acteurs Sally Hawkins, Octavia Spencer et Michael Shannon en tête, une histoire prenante du début à la fin dont on ne peut pas se détacher, et une putain de fucking musique composée par un Alexandre Desplat au top de sa forme. Pour moi, c'est la meilleure soundtrack qu'il a pu réaliser dans sa carrière, et les Oscars qui ont été gagnés pour ce film ne sont absolument pas démérités. Pour moi, c'est peut-être pas le film numéro 1 de l'année, mais quand même, je tire mon chapeau à Guillermo del Toro parce qu'il a su, encore une fois, nous plonger dans son univers à 100%. Pour Bohemian Rhapsody, j'ai été hypé de mort dès que j'ai su l'existence même du film qui allait parler de Freddie Mercury, une de mes idoles d'enfance. La hype est un petit peu redescendue quand j'ai appris que Sacha Baron Cohen abandonnait le projet. Et puis sont arrivées les premières bandes annonces, là j'ai pris une claque,
Je me suis dit, wow putain, trop de ouf, comment il lui ressemble cet acteur. Et cet acteur n'est autre que Rami Malek. Et je ne peux que me lever et te dire bravo mec, tu m'as scié en deux avec ton film, parce que pour moi tu portes le film à bout de bras. C'est pas que les autres acteurs soient oubliés, mais enfin quand même pour jouer Freddie Mercury il faut quand même une sacrée dose de charisme. Ce qui n'est évidemment pas donné à tout le monde. Grande mention spéciale quand même à l'acteur qui joue Brian May, le guitariste du groupe. Il me semble que l'acteur s'appelle Joseph Mazzello ou quelque chose comme ça. Le gars m'a vraiment bluffé parce qu'il ressemble vraiment trait pour trait à Brian May quoi. C'est limite un sosie tellement. Et c'est assez troublant parce que pendant le film, t'as vraiment l'impression d'avoir le vrai Brian May en face de toi, quoi. Du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous donner mon avis sur ce film et la place qu'il a dans ce top 10? Je ne pense pas. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce film dans ma critique que j'ai fait à l'époque. J'aurais comme mot à dire, c'est waouh. Franchement, c'était juste une claque monumentale ce film. Que ce soit la réalisation, les acteurs, et bien évidemment la musique. Le fait de se concentrer sur le leader du groupe qui est Freddie Mercury, mais de ne pas oublier en même temps les autres membres de Queen. Tout en nous glissant la scène du sida avec en musique de fond Who Wants to Live Forever. Voilà, j'avais des frissons, j'étais à la limite des larmes aux yeux, mais c'était juste. C'était intense quoi, émotionnellement intense quoi ce film. Pour vous dire, à la fin du film, on s'est tous levés de notre siège et on a tous applaudi. Et pour finir avec ce film, pour moi, ce sera Oscar pour Rami Malek. Parce qu'il l'a tellement mérité, bordel. 6. Les heures sombres de Joe White. Pourquoi j'ai mis ce film dans ce top 10? Déjà pour la seule présence de Gary Oldman parce que c'est mon acteur britannique préféré. Et ensuite pour sa putain de fucking de performance de malade mental qu'il nous a fait en interprétant le grand, le seul, l'unique, j'ai nommé Monsieur Winston Churchill. Interprétation qui d'ailleurs lui a valu de remporter le seul Oscar de sa carrière, enfin j'ai envie de dire. Comme quoi la récompense ne fait pas le talent, mais ça c'est notre débat. Pour revenir au film, j'ai vraiment apprécié la réalisation du film et la dynamique. C'est-à-dire que c'est un film qui est ultra rythmé. Alors forcément, c'est pas rythmé dans le sens film d'action, parce que le film est un long métrage historique, mais c'est la narration qui est dynamique, puisque le film se passe sur 5 jours. Je crois que dans mes souvenirs, c'était du 17 au 23 mai 42. Ça commence avec l'élection de Churchill en tant que Premier ministre, et la fin du film, c'est son fameux discours qu'on a d'ailleurs entendu dans le film Dunkerque. D'ailleurs, pour reparler de Dunkerque 5 minutes, qui est mon film numéro 1 de l'année 2017, si vous aimez les films historiques, je vous conseille grandement de commencer par Les Heures Sombres et de finir par Dunkerque. Franchement, les films sont ultra complémentaires et parfois, j'avais l'impression que le film Dunkerque allait venir s'incruster dans le film des Heures Sombres, tellement c'était raccord quoi. Enfin bref, pour ce qui est de la prestation de Gary Oldman, il n'y a rien à dire, c'est bluffant quoi. Il a même repris la gestuelle et la façon de s'exprimer et de parler qu'avec Churchill. Et c'est juste bluffant, quoi. C'est bluffant de réalisme, quoi. Gary Oldman n'existe plus, c'est Churchill. Il incarne, quoi. Il ne joue plus, il incarne le personnage, franchement. C'était juste incroyable de voir ça sous nos yeux, quoi. Alors après, on pourra toujours reprocher que oui, il a des prothèses, oui, il a ceci, il a cela. Mais enfin bref, quand même, on ne peut pas ne pas reconnaître, nier la performance et puis le travail surtout de Gary Oldman, quoi. Franchement, il a dû taffer comme un malade mental pour pouvoir s'imprégner du rôle, quoi. C'est juste la grande classe, quoi, le mec, la grande classe. Et comme quoi, voyez, comme quoi, il a fallu attendre 60 ans pour qu'Hollywood se rende compte que le gars était pas seulement le mec qui faisait les méchants dans les films, qui pouvait très bien, déjà de 1, jouer des personnages qui ont réellement existé, et puis de 2, s'attacher réellement au personnage sans pour autant dire oh putain, il joue vraiment bien l'enculé du film, lui. Voilà. 5. Avec son Ready Player One, Steven Spielberg a montré et a prouvé à tout le monde qu'il était encore le taulier et qu'il reste après toutes ces années le grand big boss du monde du cinéma. Pour rien vous cacher, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, à tous les coups c'est sûr, ça sera mon numéro 1 du top 10 de l'année. Bon, ce n'est pas le cas, mais il est quand même dans le top, parce que cette année il y avait beaucoup de concurrence, et puis aussi avec le recul, certes, bon j'adore toujours autant le film, je vous le cache pas, mais je pense qu'avec le recul, j'ai pu être plus objectif et moins fanboy. Voilà, tout simplement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est numéro 5 et pas numéro 1. Mais sachez-le quand même, il est quand même dans mon cœur ce film. J'ai vraiment surkiffé. En plus, je l'ai vu en IMAX, donc du coup, ça renforce encore plus mon amour pour ce film. Tonton Steve, là, ce qu'il a réussi à nous faire à l'âge de 72 ans, ne l'oublions pas, c'est juste hallucinant. Et moi, j'arrive toujours pas à l'heure actuelle à le réaliser, quoi. Que le gars, il a 72 ans. Il réalise un film avec des effets spéciaux de malade mental et ça parle jeux vidéo.
Et c'est pas un mec en cravate dans un bureau qui vous dit ouais machin, alors lui, ceci, cela. Non, non, le mec c'est un vrai amoureux du jeu vidéo et de la culture geek en général. Et il prouve à tout le monde avec ce film qu'il est tout public, qu'il peut plaire aux parents comme aux enfants. Et surtout, je pense qu'il a réalisé un des plus gros fantasmes que tous les gens qui ont été gamers une fois dans leur vie ont voulu faire. C'est-à-dire faire un film avec des références à tire-larigot, à n'en plus savoir qu'en faire, à voir le film 10, 20, 100 fois pour trouver une référence de plus. Et même si parfois le scénario est un peu classique du style le grand méchant de la corporation qui veut bouffer les petits rebelles, etc., ben le reste du temps ça fonctionne du tonnerre parce qu'il y a à boire et à manger, il y en a pour tous les goûts. Et le résultat c'est qu'on en redemande parce que j'ai pris un pied monumental. Voilà. Donc tonton Steve, merci d'avoir réalisé ce film parce qu'il a clairement dépassé toutes les hypes qu'on pouvait avoir en voyant les bandes annonces. Et que après toutes ces années, ben, tu restes encore le big boss. Voilà, tout simplement. J'ai rien à dire de plus sur ce film. Ah si, j'ai fait oublier, il y a pas mal de gens qui disent sur internet que c'est le rôle qui va marquer la carrière et qui va lancer en même temps la carrière de Ty Sheridan, celui qui joue l'acteur principal. Mais moi, j'avais déjà vu dans Les Rives du Mississippi, Mud, avec Matthew McConaughey. Et franchement, il se démerdait bien parce qu'à l'époque, il avait déjà 12-13 ans. Et je l'ai pas découvert dans Ready Player One. Voilà, c'était juste pour dire ça, quoi. 4, J'ai voulu voir Sauver ou Périr déjà par son réalisateur parce que c'est Frédéric Tellier et le mec il a déjà réalisé l'affaire SK1 sur le premier serial killer en France, c'était juste génial. Et puis surtout aussi le sujet et puis enfin Pierre Ninet l'acteur principal parce qu'à la base je suis vraiment pas fan. D'ailleurs pour tout vous dire j'étais un haters avant et j'ai vraiment appris l'apprécier à partir de Five. Et donc oui, vous l'avez bien compris, c'est Sauver ou Périr qui est numéro 4. Et donc par définitive, il est devant Ready Player One. Quoi? Oh là là, t'as mis un film français devant Ready Player One, tu vas tellement te faire crucifier. Mais en même temps, je m'en fous d'être crucifié puisque ce sont mes choix personnels qui me reflètent que moi. Et donc c'est normal que vous soyez pas d'accord, je le répète encore une fois. Non, parce que je les vois venir d'ici les commentaires rageux, vous savez, de oh là là, Ready Player One derrière un film français, mais quelle honte, t'as pas honte, oh là là. Bref. D'ailleurs, petite parenthèse, je tiens à vous remercier énormément parce que la critique que j'avais fait de Sauver ou Périr début octobre a été la critique la plus vue de toutes les critiques que j'ai fait sur YouTube, puisqu'elle a totalisé plus de 1400 vues, ce qui est énorme, c'est quasiment le triple de mes abonnés. Donc encore merci pour le partage, etc. Et donc numéro 4, oui, numéro 4, parce que franchement ce film m'a bouleversé, m'a ému, ça m'a touché. D'ailleurs, encore une autre parenthèse, oui je sais ça fait beaucoup. En numéro 4, c'était initialement le film En guerre qui était prévu, mais quand j'ai vu ce film, bon, eh ben, il a viré quoi, voilà, il a viré. Je n'avais tout simplement pas le choix, je devais mettre ce film dans mon top 10. Voilà, et je referme la parenthèse. C'est une putain d'histoire vraie, celle d'un pompier qui va malheureusement se faire engloutir par le feu lors d'une mission. Et donc c'est ce côté-là qui est plus travaillé dans le film que les scènes d'action, comme j'ai dit dans ma critique. Et franchement, moi, ça m'a plu parce que Pierre Ninet, il est touchant. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est THE film de sa vie, pour moi. Devant même Yves Saint-Laurent, rôle pour lequel il avait obtenu le César du meilleur acteur. Mais quand on voit ce film, qu'on aime ou pas Pierre Ninet, on ne peut tout simplement pas nier le fait que c'est un excellent acteur, peut-être même le meilleur de sa génération, pourquoi pas, voilà, à voir. Parce qu'il est troublant de vérité dans ce film, il joue à la perfection. Mention spéciale aussi pour Anaïs Desmoustiers qui joue sa femme dans le film. Mais bon, la star du film, c'est Pierre Ninet, quoi. Et puis l'histoire qui nous est racontée, quoi. Franchement, cette histoire vraie de mec qui va essayer de se relever pour pouvoir survivre. Parce que c'est ça, en fait, que se raconte le film. C'est le fait de, après avoir passé des années à sauver les gens, il faudra à son tour accepter d'être sauvé pour pouvoir survivre. J'ai beaucoup apprécié aussi le traitement du stress post-traumatique dans ce film. Parce qu'il est vraiment intimiste et réaliste, je trouve. C'était vraiment bien fait, les scènes sont vraiment bien faites. Et puis sans oublier la façon dont la victime perçoit et se comporte face au stress post-traumatique. Voilà. Et c'est pour l'ensemble de ces raisons, donc les acteurs, le scénario, le réalisme, le réalisateur, que ce film est numéro 4 de mon top 10 2018. 3, Quand j'ai vu 3 billboards et les panneaux de la vengeance, là c'est pareil, j'ai été subjugué par les jeux d'acteurs, la réalisation, le scénario, tout quoi. Tout était impeccable dans ce film. Ensuite, on s'attache à cette mère de famille dans l'Amérique profonde qui a vraiment tout perdu et dont elle mettra tout en œuvre pour rétablir la vérité. Et le résultat, c'est que c'était juste incroyable. En termes d'acteurs, on est d'une justesse comme pas possible. Mention spéciale pour Sam Rockwell et Francis McDormand qui n'ont pas démérité leur Oscar. Et les dialogues aussi, parlons-en parce qu'ils sont juste jouissifs quoi.
À chaque réplique de Sam Rockwell, on en prend plein les oreilles et c'est juste une régalade, franchement, et il nous a régalé dans ce film Sam Rockwell. Frances McDormand aussi, la mère badass, elle pose les bails, elle est vraiment hilarante dans le film et aussi touchante quand il faut l'être. Je pense notamment à la scène de la biche et la scène du couteau, où là l'émotion et la tension étaient vraiment palpables. Woody Harrelson, lui, il change pas d'un iota, il est comme à son habitude, il est excellent. Même si je l'ai un peu trouvé en sous-jeu par rapport à Sam Rockwell et Frances McDormand, mais après c'est normal vu le personnage qu'ils incarnent. Et donc dans ce film, il y a toutes les recettes pour faire un excellent film. Du suspense, de l'action, de l'humour, de l'émotion, des excellents acteurs, une réalisation au top, des dialogues jouissifs à souhait et un scénario digne des plus grands films policiers. Black Klansman, ce film, il m'a ému, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, il m'a choqué parfois, et ce qui est sûr, c'est qu'il ne laissera personne indifférent. Quand on va voir un film de Spike Lee, on sait d'avance que ce sera un film engagé un minimum, on le sait. Spike Lee, c'est sa marque de fabrique. Mais je pensais pas à un tel niveau et à un tel degré d'engagement, quoi. Surtout à cette époque-là, dans laquelle on vit. Et je trouve qu'il a vraiment eu raison, parce qu'il a fait un gros fuck à tous les dirigeants de son pays, notamment au Festival de Cannes aussi. Et je trouve que c'était assez courageux de sa part, vu la tension et l'atmosphère qu'il y a dans son pays en ce moment. Je pense que son film était plus que nécessaire. Parce que comme il est dit dans le film, au début, inspiré d'une putain d'histoire vraie. Et franchement, quand on voit l'histoire du mec, mais on se rend bien compte que c'était hallucinant de voir tout ce qu'il a pu faire sous les yeux de tous ces gens sans que personne ne s'en rende compte. Je vais pas y aller par quatre chemins pour ce film. Les acteurs, il n'y a rien à dire. Adam Driver, génial. Le fils de Denzel, très très bonne surprise, même si forcément il n'a pas encore tout le talent de son père, mais ça va venir. J'ai vraiment envie de le voir ailleurs. Topher Grace en gourou du Ku Klux Klan, vraiment, c'était juste énorme. Et puis il y a aussi tous les acteurs que j'appelle les acteurs à côté, que ce soit les collègues de police, les membres du Ku Klux Klan, les membres du Black Panthers. Ils font tous le taf et on y croit vraiment à fond. Le scénario aussi est juste dingue. Mention spéciale à la scène où Kwame Touré fait son discours, son speech. En termes de réalisation et en termes de dialogue, c'était vraiment puissant. Émotionnellement aussi, c'était puissant. Et puis bien sûr, je ne pouvais pas parler de ce film sans parler de cette fameuse scène. La scène où Harry Belafonte, acteur noir très connu dans le monde du cinéma américain, parle de son ami. Voilà, la scène, vous la connaissez, je ne vais pas vous la décrire. Là, voilà, en termes d'émotion, ça se pose là. Et puis, toute la salle avait les larmes aux yeux, quoi. Il n'y a personne qui a parlé. Et je vous laisse aller voir ma critique pour plus de détails. Pour résumer, c'était émotionnellement très puissant. Et puis, il n'y a rien à dire de plus. Donc, pour ce film, malgré moi, le fait que je ne sois pas un grand fan de Spike Lee, eh bien, je te tire mon grand chapeau. Je dis bravo Spike Lee. Parce qu'il était plus que nécessaire de faire ce film. Surtout quand les faits reflètent autant l'actualité d'aujourd'hui. Et enfin, le voici, le voilà, vous l'attendez tous, le numéro 1. Alors, pour cette année, je dois vous avouer que j'ai triché, parce qu'il n'y a pas un numéro 1, mais il y en a deux. Je ne pouvais absolument pas me résoudre à en supprimer un sur deux. Du coup, les deux y passent en numéro 1, et puis basta, quoi, hein, voilà. Et donc, pour cette année, ceux qui sont arrivés en première place dans mon cœur, ce sont les films Hostile
et First Man. Ces deux films ont en commun la psychologie du personnage et comment elle est traitée, et ça malgré le fait que l'un est une fiction et l'autre un biopic. Après, ils ont aussi en commun le fait que quand je les ai vus tous les deux, je me suis dit de suite, ce film fera partie du top 10. Bon, j'avais pas prévu qu'ils soient numéro 1 tous les deux ex aequo, mais dans ma tête, j'avais déjà prévu qu'ils feraient partie du top 10. Pour Hostile, j'ai vraiment adoré ce film du début à la fin. Avec sa scène d'intro violente et sanglante, elle rend hommage au plus grand western spaghetti de l'époque. Ce que j'ai aussi apprécié dans le film, c'est que c'est pas un western classique qu'on a l'habitude d'en voir. Ça ne défouraille pas à chaque scène, quoi, c'est ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de psychologie, de dialogue et de longueur, ce qui n'est pas pour me déplaire, et franchement, on s'attache vraiment au personnage. Mention spéciale quand même, grande mention spéciale à Rosamund Pike. Autant dans Gone Girl, j'avais moyennement apprécié, même si je reconnais que c'est une grande actrice, mais là, vraiment, j'ai adoré sa performance, quoi. C'était extraordinaire, quoi, il n'y a pas d'autre mot. J'ai bien aimé aussi la retenue qu'a Christian Bale dans ce film. Il parle calmement, posément, et on voit bien que son personnage a vécu des choses et qu'il a été marqué par les horreurs de la guerre. Honnêtement, ce film pour moi a été la révélation de l'année. J'ai été complètement embarqué par ces anciens soldats de la guerre de sécession qui doivent amener et escorter un vieux chef indien mourant et qui autrefois a tué un nombre incalculable de leurs collègues. Le casting c'est pareil, c'est juste hallucinant. Il y a Christian Bale, Rosamund Pike, Jesse Plemons, Rory Cochrane, Timothy Chalamet, Ben Foster, Stephen Lang. Bref, un casting 5 étoiles pour un film 5 étoiles. Et puis pour First Man, j'ai été hypé dès que j'ai pris connaissance du projet que Damien Chazelle allait réaliser un biopic sur Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune. Ensuite, il y a eu les bandes annonces qui ont été dévoilées et là, la hype est montée d'un cran. Ensuite, j'ai appris que Justin Hurwitz, celui qui avait fait la BO de La La Land, allait faire la musique du film. Là, la hype est encore levée. Et quand j'allais voir le film en IMAX, là, c'était juste la jouissance audiovisuelle ultime. Je suis désolé du terme, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'ai vraiment apprécié que le film se concentre sur Neil Armstrong et la psychologie du personnage, plutôt que le voyage sur la Lune et le côté spatial, etc. Là, on reste plutôt les pieds sur terre. Et pour moi, l'interaction qu'a Neil Armstrong avec sa famille et son entourage est aussi importante, voire peut-être plus, que le voyage en lui-même. Et si je dis ça, c'est aussi parce que les deux acteurs principaux, que sont Ryan Gosling et Claire Foy, m'ont vraiment touché et ému dans les scènes en question. On se rend bien compte de toute la pression et l'angoisse que les personnages peuvent avoir envers les uns et les autres, et on est vraiment en empathie pour eux. Pour moi, avec ce film, Damien Chazelle nous a tous coupé le souffle, il nous a prouvé à tous qu'il pouvait très bien sortir des sentiers battus, et surtout le faire avec autant d'aisance. Pour moi, ce film est juste parfait à tous les niveaux, en termes de réalisation, de décor, d'acteurs, de jeu de lumière, de scénario, d'effets spéciaux. En bref, toutes les qualités requises pour faire un chef-d'œuvre, et pour moi, ce film à mes yeux est un chef-d'œuvre, à n'en pas douter. Parce qu'il m'a fait rêver, il m'a fait voyager, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, il m'a touché, tout simplement. Parce que c'est l'histoire d'un mec tout à fait ordinaire qui a toujours voulu aller sur la Lune pour pouvoir réaliser le rêve de sa fille disparue.